Bonjour, nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre de Patrick Mbeko. Bonjour Patrick. Bonjour Raphaël. Alors nous sommes venus pour parler de plusieurs sujets essentiellement liés à l'Afrique. Donc vous êtes canadien, vous êtes activiste et écrivain. Tout à fait, Enfin, oui. vous vivez au Canada, vous êtes canadien. Je suis canadien d'origine congolaise. D'accord, ok, donc ça explique pourquoi vous êtes spécialement intéressé aux questions des Grands Lacs. Des Grands Lacs et puis de géopolitique de l'Afrique. Ok. Et donc vous venez de sortir en 2012, donc l'année dernière, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, sorti chez Le Nègre éditeur. Voilà, donc je propose que vous nous présentiez un petit peu votre parcours et que vous nous ameniez à ce qui vous a C'est écrire le livre, ouais. Vous l'avez dit, je m'appelle Patrick Mbeko, je fais des études de Sciences Po à l'Université de Montréal et je suis un activiste. Je représente au Canada une organisation qui s'appelle Friends of the Congo, donc les Amis du Congo, qui est basée à Washington. Et donc c'est depuis 2006 que je suis dans l'activisme en ce qui concerne non seulement l'Afrique, mais toutes les questions géopolitiques et géostratégiques qui concernent l'Afrique aussi. D'accord. Donc c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre après le constat que j'ai fait de l'implication canadienne dans la région des Grands Lacs africains. Oui, c'est vrai qu'on connaît un petit peu l'implication de la France, un petit peu moins celle de la Belgique, mais alors celle du Canada... C'est inconnu. En fait, c'est la question qui revient souvent quand on parle de ce livre-là, c'est qu'il y a des gens qui me disent, mais oui, les États-Unis, la France, la Belgique, mais le Canada, effectivement, c'est parce que le Canada a su bien se vendre sur le plan international. Il n'a pas de passé colonial, donc les responsables canadiens aiment bien le grandir. Et cela ne permet pas souvent à plusieurs observateurs de comprendre, de réaliser à quel point ce pays est impliqué dans la déstabilisation de plusieurs États, non seulement en Afrique, mais ailleurs dans le monde aussi, dans l'Amérique latine. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de quelques exemples concrets vous avez en tête, c'est assez marquant de l'implication canadienne. On a l'implication canadienne dans plusieurs coups d'État financés par la CIA en Amérique latine. À l'Inde, le Canada était impliqué, par exemple. Vous prenez le cas en Afrique. Le Canada était très proche du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il y a des coups d'État au Rwanda, les Canadiens étaient impliqués. Même en Irak, où le Canada n'est pas allé de manière officielle, officieusement, ce sont les Canadiens, après les Américains, qui ont activement participé à la destitution et au bombardement du régime de Saddam Hussein. Et le cas le plus récent, c'est la Libye, parce qu'on a souvent parlé de la France. On oublie de dire que c'est un officier canadien, le général Bouchard, qui commandait les forces de l'OTAN en Libye. On va parler un petit peu d'actualité, avec la visite récente d'Obama en Afrique, au Sénégal et en Afrique du Sud. Alors et puis on va parler après de Nelson Mandela. Oui, la visite d'Obama, il y a les Américains s'inquiètent de plus en plus de la percée chinoise en Afrique. Donc il est certain que ce n'est pas une visite pour le bouger des Africains. C'est d'abord une question d'intérêt, on l'a vu. Maintenant, qu'est-ce que cela va apporter de nouveau à l'Afrique? Rien du tout, excepté peut-être une exploitation beaucoup plus sournoise et subtile du continent, comme il est de coutume avec les démocrates, quand on parle de soft power. Oui, donc alors c'est vrai que je ne sais pas si Obama a déjà rendu visite par le passé à Nelson Mandela, mais donc, il a voulu attendre qu'il soit entre guillemets au seuil de la mort pour lui rendre visite. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais moi, ça ne m'inspire rien. D'abord parce que Nelson Mandela n'est pas, je dirais, même si c'est quelqu'un qui est très considéré, je le respecte beaucoup, c'est une grande figure, il n'empêche que pendant un moment, après sa sortie de prison, il a été quand même au service des puissances anglo-saxonnes, ça on ne le dit pas souvent. Et c'est un sujet que j'ai découvert cela en travaillant sur mon livre, parce que l'Afrique du Sud a été très impliquée dans la déstabilisation du Congo par les anglo-saxons. Donc l'Afrique du Sud a joué le pays sous-traitant des puissances anglo-saxonnes, et c'était Mandela qui était au pouvoir à l'époque. Donc bon, c'est sûr que la visite d'Obama, vous savez, il y a un peu de la com là-dedans, ça c'est très important, il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, donc, nous, le Rwanda en France, on en a entendu parler à l'occasion des tragiques événements des années 90. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé au Rwanda, puis même du Congo, parce que c'est vrai que le Congo, ça fait des années qu'il y a ces conflits liés... Avec ces millions de morts, mais on n'en parle pas souvent. Voilà. Et quand on en parle, c'est toujours de manière un peu biaisée. On sait qu'il y a des problèmes liés justement à l'exploitation des richesses. Tout à fait. En gros, c'est l'exploitation des richesses. On tue des gens, on viole des femmes, bon, ça n'intéresse personne. Ou quand on en parle, c'est de manière un peu biaisée. Le
problème dans la région de Grand Lac a commencé avec le Rwanda. Donc en 90, à la fin de la guerre froide d'abord, les Américains avaient décidé de se redéployer dans la région, en Afrique centrale principalement, pour mettre la main sur les richesses de la région. Et on va utiliser le Rwanda comme tremplin pour envahir le Zaïre, donc qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et dans cette politique, il ne faut pas surtout oublier le fait que cette région était un précaré français. Et donc après la guerre froide, les Américains vont tenir à bouter les Français de ce précaré, occuper la région, remplaçant en fait les Français pour exploiter les ressources de cette région. On va utiliser le Rwanda, on va utiliser le FPR, qui était le Fonds patriotique rwandais dirigé par le président qui est aujourd'hui au Rwanda, le président Paul Kagame. À l'époque, il était en Ouganda, c'était un officier de l'armée ougandaise. Donc ce sont des Tutsis rwandais qui avaient aidé le président Museveni à prendre le pouvoir. Et donc les Américains, les Britanniques et les Canadiens, les Belges aussi vont aider ce mouvement rebelle Tutsi à prendre le pouvoir au Rwanda. Et du Rwanda partira la déstabilisation du Congo pour l'occuper et y mettre la main sur ses richesses. Donc c'est ce qui va se passer et on a entendu parler de l'histoire de ce génocide-là. Et dans ce jeu d'intérêt, les Français étaient du côté du régime Hutu qui est au pouvoir au Rwanda et aussi du régime du président Mobutu. Bien qu'il ait été porté au pouvoir par les Américains, au fil des années, il s'était beaucoup rapproché des Français. Donc la guerre au Rwanda, c'est une guerre par procuration avant tout. Et on va utiliser donc des marionnettes africaines, donc le FPR du côté des anglo-saxons, contre le régime rwandais Hutu qui était là. En boutant ce régime dehors, on mettait fin à la mainmise française. Et après, on va envahir le Zaïre aussi, on va mettre fin à la mainmise française sur le Zaïre. Et les anglo-saxons vont occuper la région. Et c'est depuis qu'on entretient le chaos pour continuer à exploiter les ressources du Congo qui est immensement riche. Ça, souvent, les gens ne le savent pas aussi. Alors c'est vrai qu'on pense, certains ont conscience du néocolonialisme en Afrique, mais on ne pense pas souvent justement à cette concurrence entre puissances néocoloniales qui rajoute en plus au drame. Alors pour qu'on comprenne l'ampleur des drames qui se passent là-bas, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous rappeler les chiffres, la population du Rwandaise, combien de personnes, la population rwandaise, à l'époque c'était presque 8 millions d'habitants, les massacres vont coûter la vie à près de 800 000 personnes. Et au Congo, nous avions à l'époque, en 1996, quelques 60 millions d'habitants. Jusqu'à ce jour, on comptabilise entre 7 et 8 millions de morts. Ouais, ça, ce sont les chiffres des Nations Unies, et sans compter les femmes violées. Le nombre de femmes violées s'élève aujourd'hui à près de 700 000 femmes violées. Si on était cynique, on dirait que les casques bleus en Congo, ils servent à compter les morts. Oui, les casques bleus servent à compter les morts, mais il y a aussi, ils ont une mission stratégique. Ces casques bleus ont été déployés sous instigation du Conseil de sécurité. Or, au sein du Conseil de sécurité, il y a des grandes puissances qui participent au pillage du Congo et qui tiennent à ce que cette situation s'éternise. Et donc les casques bleus n'interviennent pas simplement parce que leur rôle, contrairement à la version officielle ou à la vérité officielle voulue, leur rôle n'est pas de maintenir la paix, mais de pérenniser en fait l'état de chaos qui prévaut à l'est du Congo. Ils ont une sorte de mandat d'inactivité presque. Tout à fait, ils ont un mandat d'inactivité, mais aussi de sous-traitance, parce que quand les populations congolaises s'élèvent contre tout ce qui se passe à l'est du Congo, étrangement les casques bleus interviennent. Mais quand ce sont des forces qui agressent le Congo, les forces rwandaises qui agressent le Congo, les casques bleus ne font rien, c'est toujours des discours qui ne reposent sur rien. Donc les casques bleus ont une mission. Tout ce qu'ils font, tout ce que nous voyons, cette manière de fermer les yeux ou de regarder sans vouloir voir, ça participe en fait à cette politique de déstabilisation. C'est ce que moi j'ai appelé la stratégie de l'ange bleu. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ce qu'on appelle AFRICOM, c'est-à-dire le commandement américain en Afrique, et donc son rôle, par exemple, son histoire, un petit peu, ce que je crois qu'il voulait s'installer le centre de commandement au départ en Afrique. Oui, c'était ça. D'abord, c'était à Stuttgart. Voilà, c'était à Stuttgart en Allemagne où il y avait le commandement européen et qui supervisait un peu tout. Maintenant, après, en 2007, on a créé AFRICOM, le commandement pour l'Afrique. Le but, en fait, c'est d'occuper l'Afrique militairement et surtout de contrôler les richesses, parce que le but est mercantile, et aussi bouter la Chine dehors, donc une guerre de puissance. Et on a créé ça en 2007, mais il y a plusieurs États africains. En 2008, quand on a installé AFRICOM, mais c'était en Allemagne, plusieurs États africains ont refusé l'installation d'AFRICOM dans leur pays.
Et c'était grâce à Kadhafi en fait, c'était grâce au colonel Kadhafi, parce qu'à chaque fois que les États-Unis proposaient un montant d'argent aux pays africains pour installer Africom, le colonel Kadhafi proposait le double à des États africains pour que les Africom ne soient pas installés. Pourquoi? Parce que la Libye avait une expérience avec les bases américaines en Afrique. Et c'est précisément en Libye où se trouvaient les bases américaines et britanniques dans les années 60. Et c'est de ces bases-là que les Américains ont pu aider Israël dans sa guerre de 6 jours contre les États arabes. Donc Kadhafi refusait. Et l'une des raisons d'ailleurs, et l'une des raisons qui a mené à la déstabilisation de la Libye, c'est précisément pour installer Africom. Parce que maintenant qu'on a déstabilisé le gouvernement, le seul gouvernement en Afrique qui tenait tête aux États-Unis et qui faisait en sorte qu'il y ait quand même un semblant de dignité pour les Africains, c'était la Libye. Une certaine indépendance, bien entendu, c'était la Libye. Donc on a déstabilisé la Libye. Aujourd'hui, il y a 2 bases secrètes en Libye, d'où part la déstabilisation de plusieurs pays africains. Et maintenant, Africom s'installe paisiblement sur le continent africain et il est certain qu'à cette allure-là, nous sommes partis pour une véritable stratégie de chaos dans le reste du continent, sur le reste du continent. D'accord. Alors, on va parler maintenant un petit peu de la France et du récent changement de régime en Côte d'Ivoire. Ouais. Oui. Ouattara. Ouattara. Reconnu par le FMI. Par le FMI. Mais le cas ivoirien est assez un peu complexe, dans la mesure où il y a eu de changements d'alliance au fil des dénouements sur le terrain. On oublie aussi de dire que le président Gbagbo, à un moment donné, était soutenu par les États-Unis, Israël. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je pense que le président Gbagbo n'a pas compris que l'arrivée de Sarkozy, qui est un atlantiste, en France, changeait la donne, bien que le coup d'État commençait sous Chirac. Parce qu'au sein de l'administration Chirac, il y avait il y avait pas unanimité en fait autour de la question ivoirienne. Pourquoi? Parce que Sarkozy a soutenu toujours Ouattara et on sait le rapport qui existe entre Sarkozy et Chirac. Donc les choses n'étaient pas aussi simples. Mais avec l'arrivée de Sarkozy au pouvoir à la tête de l'État français, il était certain que le président Gbagbo allait être bouté à l'extérieur, hors du pouvoir. On allait installer un garçon de course qui va servir les intérêts français. On le voit bien que, il faut le dire aussi, le président Gbagbo a beaucoup servi les intérêts français. Mais la différence, la nuance est que Gbagbo ne voulait pas être ce garçon de course-là. Il était prêt à accepter les intérêts français, mais aussi d'autres intérêts non français, comme les intérêts chinois. Et ça a beaucoup dérangé les puissances occidentales avec l'arrivée d'Obama au pouvoir. Et en plus de Sarkozy, cette nouvelle union, parce qu'on semble oublier que la France sous Chirac avait refusé de participer à la guerre en Irak, c'est qu'il avait créé un froid entre la France et les États-Unis. Mais avec l'arrivée de Sarkozy, les choses ont changé parce que dès qu'il arrive, il va aux États-Unis. Il passe devant le Congrès, il a acclamé, tout ça. Et je pense que le président Gbagbo n'a pas pris en compte cet élément dans les jeux d'alliance, parce que le fonctionnement des États, c'est toujours les jeux d'alliance, qu'on ne le veuille ou pas. Il n'a pas pris ça en compte et ça jouait contre lui. Parce que Sarkozy était contre lui, Obama était contre lui, ils avaient un garçon de course qui s'appelle Alassane Ouattara, qui, doit-on quand même le dire et le reconnaître, a une forte est quand même soutenu par les populations du Nord, de la Côte d'Ivoire. Et donc on a profité de ce petit soutien pour nous dire que Ouattara était accepté de tous les Ivoiriens et on l'a imposé à la tête de l'État. Alors qu'à la suite de ces élections et à la suite des irrégularités, la Constitution demandait un recomptage ou la tenue des nouvelles élections. Voilà, donc on l'a refusé quand le président Gbagbo a demandé le recomptage. Étrangement, ceux qui prétendaient avoir gagné ont refusé cela aussi. Donc c'est malheureux. On l'a bouté dehors, il a la CPI étrangement seul, alors que l'autre camp aussi a commis des exactions. Mais bon, c'est ça la justice des vainqueurs. Donc voilà. Oui, la CPI, il y aurait beaucoup de choses à dire. Tout à fait. On va parler. Donc on va parler également du sujet qui vous a amené à Paris, si je ne me trompe pas, donc, parce que vous avez participé à une conférence avec Pierre Péan. Tout à fait, sur les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Voilà, et notamment du cas de la Libye. On n'a pas parlé de la Libye, mais moi j'ai parlé du cas de la Libye personnellement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler notamment de ce qui a amené, on a parlé d'Africom, mais les raisons qui ont poussé les... Il y a plusieurs raisons. D'abord, Kadhafi tenait à l'indépendance de l'Afrique, ça dérangeait beaucoup sur le plan autant politique qu'économique. Et on semble oublier que Kadhafi est le premier chef d'État à proposer le remplacement du dollar, c'est-à-dire les transactions pétrolières. Il voulait la création d'une monnaie unique africaine et même aussi pour les Arabes, qu'on avait appelé le dinar or.
Et quand Kadhafi a proposé cette idée, Sarkozy a dit que la Libye était devenue dangereuse pour la sécurité financière mondiale. Et ça disait tout. Pourquoi est-ce que ça inquiétait les Occidentaux? Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'hégémonie américaine va reposer sur 2 piliers. La commercialisation du pétrole en utilisant uniquement le dollar. Avec l'alliance stratégique. L'alliance stratégique avec l'Arabie Saoudite et tout ça. Et aussi, il y avait les accords de Bretton Woods qu'on n'a souvent pas relevés, mais qui comportent des clauses secrètes qui ont même, parmi ces clauses, il y a certaines qui ont mené à la création de l'Union européenne, qui est d'une certaine manière l'arrière-cour des États-Unis en fait. Donc il y avait ça. Et Kadhafi disait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et ça inquiétait les Occidentaux. Ça mettait en péril les intérêts stratégiques américains. Il y a le fait que Kadhafi, vous avez entendu peut-être parler du satellite Rascom. Donc les États africains payaient près de 500 millions de dollars pour l'utilisation des satellites européens. Et Kadhafi qui vient, il met sur la table 350 millions. Pour lancer un satellite à disposition des Africains. Donc ça dérange parce qu'on arrache le pain de la bouche des loups occidentaux. Et on oublie aussi que la Libye de Kadhafi est à l'origine du plus grand bouleversement dans le monde pétrolier. Parce que quand Kadhafi arrive au pouvoir, quelques mois après, c'est Kadhafi qui remet en question la manière dont les compagnies pétrolières, les 7 sœurs qu'on appelle, donc les 7 plus grandes compagnies pétrolières au monde, de la manière dont ça gérait le dossier pétrolier. C'est eux qui décidaient de tout. Des prix, de tout ce qu'on voulait. Et l'OPEP ne pesait pas. Et un jeune de 27 ans, avec ses copains, s'organise, met au pas ces multinationales et provoque un bouleversement mondial. Et les Occidentaux ne pardonneront pas cela. Ne lui pardonneront pas cela. Il y a cette rancœur-là qu'ils vont garder. Et parmi les raisons, nous savons qu'on a déstabilisé la Libye pour mettre la main sur son pétrole, qui est de très bon marché. Et c'est un très bon pétrole parce qu'il est facilement exploitable. Mais il y a encore beaucoup plus de raisons. Mais je tiens simplement à rappeler, de son arrivée au pouvoir à sa mort, il y a eu près de 27 opérations clandestines de tentatives d'assassinat. En 1900, quand il arrive au pouvoir, quelques mois après, on essaie de le renverser. Ça ne marche pas. Les services secrets britanniques essaient de le renverser. Ça ne marche pas. En 1974, la DGSE française essaie de le renverser. Ça ne marche pas. En 1975 aussi. En 1979, avec le président Carter. En 1980, on détruit un avion de ligne. On pensait que Kadhafi était à l'intérieur. On pensait que c'était son avion. On le descend. Or, c'est un avion civil. J'avais une question alors un petit peu connexe. Ouais. D'après vous et d'après vos informations, les attentats de Lockerbie, c'est sûr et certain que ce soit Kadhafi? Lockerbie, c'est pas Kadhafi. On sait maintenant, parce que là je l'ai appris récemment, c'est un dossier que je suis personnellement et particulièrement. Actuellement, je peux vous dire que les attentats de Lockerbie ont été organisés par une personne qui a été en fait manipulée par la CIA. Les attentats contre le DCDC Utah, de la compagnie française Utah, on a accusé la Libye. Le juge Bruguière a condamné 6 Libyens, dont Abdallah Seddoussi. On sait aujourd'hui, et on a toujours su, que c'était Amel Djibril qui travaille pour les services secrets iraniens et syriens. Mais pourquoi est-ce qu'on a absous ces pays? Simplement parce qu'à l'époque, il y avait la guerre du Golfe qui s'annonçait. On avait besoin de la Syrie et surtout de l'Iran dans la croisade qui se préparait contre Saddam Hussein. Et le bouc émissaire idéal, c'était la Libye de Kadhafi. Donc voilà, en fait, tout ce qu'on a raconté sur Kadhafi au sujet des attentats, c'est un état terroriste, c'est faux. C'est faux et c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre que je veux publier bientôt sur l'implication de l'OTAN dans la guerre contre la Libye. Alors une des conséquences de ce conflit en Libye, pour les autres pays alentours, ça a été le surarmement qui est arrivé aux rebelles maliens. Mais ça a été voulu, parce que là, aujourd'hui on parle du Mali, mais on sait aujourd'hui que toutes ces régions sont polluées maintenant des djihadistes qui sont manipulés par les services secrets occidentaux, ça on le dit pas souvent. Et là, et le Qatar, parce que le Qatar est le sous-traitant des États-Unis. C'est au Qatar qu'on retrouve la plus grande base américaine hors des frontières américaines. Si on peut reparler 2 secondes de la Libye, c'est vrai, il y a une question que je voulais vous poser, j'ai oublié. Que pensez-vous de la couverture médiatique de ce conflit et surtout par rapport, on a dit qu'il y avait une révolution populaire. Est-ce qu'elle était vraiment populaire ou est-ce qu'elle était vraiment ciblée à Benghazi? Il n'y a jamais eu de révolution, ni en Tunisie, ni en Égypte, encore moins en Libye. Je ne dis pas que les peuples ne se sont pas soulevés, il faut nuancer. Mais on a manipulé des gens, ça a été préparé de très longue date. Je peux vous dire aujourd'hui que
Le CNT n'a pas été formé en France en 2011, mais à Londres en 2004. La première réunion sur l'après-Kadhafi s'était tenue en 1994, la première réunion, et puis il y a une deuxième réunion en 2004 qui s'est tenue à Londres. Et c'est ce jour-là qu'on avait formé le Conseil national de transition. Et il y a eu une propagande pour nous dire que la population s'était soulevée, c'est faux. C'était quelques groupes de personnes, surtout issus du courant des frères musulmans, qui souvent l'habitude de pactiser avec les services occidentaux. Et on sait aujourd'hui aussi que de 2010, les services secrets français opéraient déjà en Libye avec la CIA et le MI6. Et donc, il faut comprendre ceci. Quand on a déstabilisé la Tunisie, après on a déstabilisé l'Égypte, en orientant en fait la colère populaire, dès qu'on a déstabilisé l'Égypte, Moubarak est tombé, les armes ont transité pour aller en Libye. Voyez-vous? Et on a profité de cette situation. Est-ce que des gens qui veulent faire une révolution peuvent-ils manier des armes lourdes comme on a vu au lendemain des protestations en Libye? Non. Et Benghazi, on le sait, a toujours été le fief des gens qui ont toujours été contre le pouvoir de Tripoli. Il n'y a jamais eu de révolution. Il y a une propagande médiatique. Les médias sont les porte-parole de l'OTAN et d'Al-Qaïda, j'ai toujours dit ça. Puisqu'on sait qu'Al-Qaïda joue un rôle important dans le renversement du pouvoir libyen. Bon, alors on va parler, si vous le voulez bien, de l'implication d'Israël en Afrique, à travers peut-être deux pays, l'Afrique du Sud et puis l'Éthiopie. Tout à fait, ça c'est depuis très longtemps. Il y avait même encore à l'époque, je remonterai même avec le Tchad. Parce que quand la Libye, et ça nous ramène encore à la Libye, quand la Libye intervient au Tchad, il y a la question de la bande d'Aouzou. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que plusieurs manuels d'histoire ne disent pas, c'est que c'est au Tchad où se trouve le plus fort contingent d'instructeurs israéliens, de techniciens militaires israéliens. Donc Kadhafi intervient au Tchad pour se défendre aussi des probables attaques contre son pays. Parce qu'on sait que la CIA avait déjà pollué la région, le Soudan, où se trouvaient des agents de la CIA qui voulaient déstabiliser la Libye en utilisant le groupe islamique de combat libyen. Il y avait tout ça. Et c'est vrai qu'Israël va déjà pénétrer le continent dans ces années-là, et c'est la Libye qui va militer ardemment pour que plusieurs pays africains rompent leurs relations avec Israël. Ça, les gens ne savent pas en 73, dans les années 70. Mais après, Israël va revenir en force en conseillant, surtout sur le plan technique et militaire, en conseillant, en armant, en soutenant plusieurs armées des dirigeants féro-africains. Et Israël va s'implanter comme ça. L'Éthiopie et l'Afrique du Sud vont demeurer des alliés importants. Mais aujourd'hui, Israël est presque partout. Parce que si vous remarquez, il y a 5 pays africains qui n'ont pas voté la résolution pour reconnaître l'État palestinien à l'ONU. Il y a 5 pays africains. Et ces pays africains sont directement liés à Israël. Un pays comme le Cameroun, l'armée présidentielle est formée par les Israéliens. Le Rwanda, très proche d'Israël, on le sait, avec l'histoire du génocide des Tutsis montés de toutes pièces qu'on assimile aujourd'hui à la Shoah. Il y a le Togo, aussi qui est très proche d'Israël. Donc il y a beaucoup de pays africains qui jouissent aujourd'hui de leur relation avec Israël, je veux dire les régimes. Pourquoi? Parce qu'Israël forme les armées, non pas, bon, il y a certaines armées gouvernementales, mais c'est surtout les armées de ces dirigeants africains qui tiennent à se maintenir au pouvoir. Il y a aussi des échanges militaires importants, et même le président Gbagbo, je vous ai dit, était très proche d'Israël. Les forces spéciales ivoiriennes étaient formées par Israël. Donc à travers comment dirais-je, la coopération militaire a fait qu'Israël a pu s'implanter massivement en Afrique et aussi à mener des opérations subversives au Soudan, en utilisant des ONG, en utilisant Elie Wiesel, en utilisant certaines personnalités des ONG qui en fait sont le bras exécutant aujourd'hui, sont les nouveaux missionnaires des puissances qui tiennent à déstabiliser le continent africain, d'autres régions du monde. Alors les Israéliens et avant eux des Juifs d'Europe et des États-Unis étaient impliqués aussi en Afrique du Sud dans le commerce de diamants. Si je le commerce de diamants, ils ont été impliqués aussi en Côte d'Ivoire encore dans le commerce du diamant plus récemment pendant la guerre. Ils ont été impliqués aussi aux côtés du président Mobutu parce qu'ils en ont assuré la sécurité et aussi dans le commerce de diamants aussi au Zaïre parce que Maurice Tempersman qui dirigeait la firme de courtage de diamants Lazare Kaplan est un juif, est un Israélien.
un juif américain, aussi d'origine belge. Non, un juif américain, mais il a aussi la nationalité belge, si je ne me trompe. Donc les Israéliens sont un peu partout. Hein, et les Juifs Les Juifs, et ils coordonnent aujourd'hui leurs activités. Au Congo, par exemple, il y a un Juif qui s'appelle Dan Gatler, qui est devenu milliardaire en moins de 5 ans. Tout ça pourquoi? Parce qu'il contrôle aujourd'hui le diamant congolais. Voyez-vous? Et son oncle, c'est le fondateur de la bourse de diamants de Tel Aviv. Alors, les liens qui unissent Israël et Éthiopie sont un petit peu un cas à part, parce qu'ils sont également religieux. Il y a le côté religieux. Mais aujourd'hui, cela ne change pas grand-chose parce qu'Israël expulse aujourd'hui les Noirs éthiopiens qui étaient là-bas. On le voit aujourd'hui. On fait la chasse. On fait la chasse à ces gens-là. En fait, quand il s'agit d'instrumentaliser ces populations, on le fait. C'est encore de la com pour atteindre certains buts particuliers. Après, on s'en débarrasse. Alors, les liens qui unissent Israël à l'Éthiopie sont aussi d'ordre religieux. C'est d'ordre religieux. Il y a quand même des liens qu'on peut dire historiques. Mais cela ne change rien, le fait qu'aujourd'hui les Éthiopiens sont chassés de ce pays-là, sont renvoyés chez eux. Aussi longtemps que les dirigeants sionistes, ils ont instrumentalisé ces populations pour des intérêts stratégiques. Hein, et aujourd'hui, bon, c'est fini. Je pense qu'il faut toujours analyser ces questions-là sur le plan stratégique et économique. Parce que les intérêts des États n'en curent. Les intérêts des élites, je peux dire, n'en curent de certaines considérations parfois historiques. On a vu parfois entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, ainsi de suite. Israël aujourd'hui, quand Israël veut instrumentaliser des populations pour atteindre des intérêts, certains buts inavoués, ils le feront. Il est vrai, dans le cas de l'Éthiopie, il y a ce lien historique qui existe. Mais je ne pense pas que cela puisse peser parce qu'aujourd'hui, c'est le même Israël qui avait accueilli les Juifs éthiopiens. Il les expulse aujourd'hui. Il fait la chasse, qui ont été traités pendant une période comme des citoyens de seconde zone. Et même, tout à fait, c'est malheureux. C'est juste pour dire que les intérêts sont autres, les considérations d'ordre humain, on n'en tient pas compte. D'accord. Et alors, avant qu'on se quitte, je vais vous poser une petite question bonus. J'apprécie la figure historique d'Haïlé Sélassié, donc l'empereur d'Éthiopie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Ce que vous en savez? Sur lui, je n'en sais pas grand-chose honnêtement, et il serait... je ne peux pas m'avancer dans des questions. Pourquoi j'en parle? C'est que c'est vrai qu'avant Kadhafi, c'était... sur le plan de la lutte, voilà, oui. Sur le plan de la lutte, pour l'unité africaine, et sur le plan de la lutte, c'est important. C'est là où la conscience historique demeure un élément important pour l'épanouissement et surtout la libération des mains des impérialistes. Le combat de Sélassié, de Kadhafi aujourd'hui qu'on méprise encore parce qu'il y a une forte propagande qu'on a enracinée dans la tête des gens et qui ne permet pas de comprendre les enjeux. Et même des gens comme, j'irai beaucoup plus loin, Lumumba, Thomas Sankara, tous ces gens qui sont morts et que l'histoire officielle ne louangera jamais. Parce que le plus important, c'est de nous inculquer que les vrais combattants sont les gens qui ont servi l'impérialisme occidental. Le système de domination, le système impérialiste veut que nous prenions ces gens-là en exemple pour ne pas avancer. Parce que si on prend ces gens comme exemple, nous ne pouvons pas avancer. Nous allons nous fier à eux, nous allons faire comme eux. Alors que si nous prenons l'exemple de gens comme Sélassié, Lumumba, Sankara, Kadhafi, nous pourrons avancer parce que ces gens ont été combattus parce qu'ils voulaient l'épanouissement de l'Afrique, mais aussi des peuples. Parce que la propagande veut nous faire croire que ces gens étaient contre l'Occident, contre la population occidentale. C'est faux. Ces gens étaient contre les élites occidentales, contre l'impérialisme qui attaque autant les populations occidentales que les populations africaines ou même latino-américaines. Eh bien, monsieur Mbeko, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc la sortie de votre livre l'année dernière, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, chez Le Nègre Éditeur. Tout à fait. Donc je vous le dédicace d'ailleurs. D'accord. Je vous remercie beaucoup. De rien.